très difficile. Elle est très difficile. Ouais, pourquoi changer quand tout va bien? Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'où l'intérêt de la prospective. D'où l'intérêt de la prospective. Ça tombe bien parce qu'on allait l'aborder. Aujourd'hui, on va parler de finances et on va parler de prospective et de développement durable comme on vient de le faire. Avant de commencer, on aime bien mettre tout le monde sur la même longueur d'onde et donner quelques définitions des sujets qui vont être abordés. D'accord. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui avec vous? Donc, prospective. On va évoquer la prospective. Qu'est-ce que c'est la prospective? Alors, la prospective, pour moi, c'est tout simplement le fait de co-construire et d'envisager des futurs qui sont réalistes, soutenables et utiles aux sociétés. Donc, réalisme, soutenabilité et utilité. Donc la prospective, c'est tout simplement se projeter dans le futur et co-construire ces futurs en identifiant quelles sont les voies peut-être les plus facilitantes, les voies réalistes. Là, je reviens sur cette notion de réalisme. Et éviter les chemins qui sont pénalisants au plan social et sociétal. Et aujourd'hui, la prospective, je considère qu'elle est presque d'utilité publique pour les enjeux qui nous concernent. Parce que on parlait juste avant des difficultés qu'on pouvait rencontrer par rapport aux enjeux de l'environnement. On peut les appliquer aussi à l'énergie. Et il y a beaucoup d'éléments qui, à court terme, semblent complètement irrésolvables. À court terme, vous prenez la question climatique, vous faites peur à tout le monde. Les choses peuvent sembler trop radicales ou impossibles à penser. Et par contre, le fait de se projeter dans des futurs un petit peu plus longs, ça permet d'aplanir certaines difficultés et de créer des chemins, de créer des voies collectives. Et pas seulement dans la pensée, mais aussi au plan pratique. Démystifier aussi. Démystifier. Ouais. Démystifier des futurs. Il y a des choses qui, à court ou moyen terme, semblent complètement irréalistes et qui le deviennent à long terme. Et donc, il y a tout le chemin entre comment est-ce qu'on fait entre maintenant et ce futur à 10, 15, 20 ans pour arriver là. Donc, et quel est le premier pas ? Je pense que cette partie de prospective, elle sert à ça, à éclairer quels sont les premiers pas qu'on peut faire pour prendre le bon chemin et éviter de faire les mauvais premiers pas qui après vont encore plus contraindre nos situations. Est-ce qu'on peut ajouter un quatrième élément qui est l'aspect disruptif ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors pour moi, la disruption, c'est tout simplement une modification profonde, radicale de la nature et de l'objectif des activités. Comme une cassure ? Une cassure. Et aujourd'hui, alors il y a un très bon exemple en termes de cassure. Vous prenez les courbes d'émissions de gaz à effet de serre, vous prenez les scénarios du GIEC et vous regardez un petit peu ce qui est recommandé pour qu'on reste dans un futur ou un environnement planétaire qui tout simplement permette la vie sur Terre de façon agréable et acceptable. Et aujourd'hui, les recommandations et les courbes d'émissions amènent à une cassure assez radicale et assez brutale. Regardez les scénarios à 2030, 2050, atteindre le net zéro en 2050. Donc le net zéro, ça voudrait dire qu'on n'émet pas plus de gaz à effet de serre que ce que la Terre est capable d'absorber par an. Ça signifierait 2 tonnes d'équivalent carbone par an et par personne, alors qu'aujourd'hui, on est dans la plupart des pays développés aux alentours d'une dizaine de tonnes. En Suisse, on est entre 10 et 12 tonnes, par exemple, et il faut qu'on divise par 6 cette empreinte carbone individuelle annuelle, et, alors que ces dernières décennies, on a augmenté l'empreinte carbone annuelle et individuelle. Et là, c'est une vraie rupture de tendance, et une rupture qui est très radicale. Mais si vous parlez des mesures à prendre, si vous prenez des choses à 6 mois ou à 1 an, c'est très compliqué au plan politique, au plan économique de faire vivre ça. Par contre, planifier à 10-15 ans et en disant, on va passer par là, le premier pas, ce sera ça, le deuxième pas, ce sera ça, le troisième pas, ce sera ça. Là, on a une façon plus simple, abordable, stimulante de gérer ces ruptures et de gérer la radicalité. Vous n'avez pas l'impression que des fois que c'est difficile pour les gens de se projeter, parce que nous, c'est un exercice qu'on essaye de faire aussi avec des invités ou autres, et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, qui n'a pas l'habitude de faire cet exercice de projection 5, 10, 20 ou 30 ans, des fois, ça paraît très compliqué de sortir de cet ancrage qu'on a dans le présent pour imaginer quelque chose, surtout quand on présente un scénario disruptif. Il faut que le scénario soit bien évidemment, comme vous aviez dit, réalisable aussi. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour le cerveau humain, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire ça, de vraiment se projeter. Oui,
C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste et là, on touche des questions anthropologiques à Ouais. partir du moment où on a un confort, où on a Ouais. certaines réussites, certaines habitudes. Je pense que humainement, c'est tout à fait naturel Ouais. de vouloir perpétuer ou de se projeter de façon simple ou relativement proche du vécu, de l'expérience qu'on a, de la sensibilité au monde qu'on a actuellement ou des valeurs qu'on a expérimentées étant enfant, adolescent, jeune professionnel ou ainsi de suite. Et, euh, et là, je pense que le plus d'acteurs vont porter certains discours, le plus on va habituer les personnes, mais que ce soit les individus, les collectivités, les entreprises, à devoir faire cet exercice de prospective. Et je vais me permettre d'utiliser un mot un petit peu fort, mais c'est ce qui est perçu de la part de la plupart de la communauté scientifique. Et, et je peux me permettre de le dire parce que c'est un message qui est porté quand même par un grand nombre de personnes, mais aujourd'hui, le statu quo, donc rester dans nos habitudes, conserver nos modes de vie actuels tels qu'ils sont, diffusés avec nos consommations d'énergie, nos consommations générales, nos façons de se déplacer, de, de se vêtir, de consommer alimentaire ou ainsi de suite. Conserver le statu quo, ça signifie organiser de façon méthodique et planifiée la fin de notre civilisation. On est à ce niveau d'enjeu. À quel horizon temps? À quel horizon de temps? Alors, avant la fin du siècle, ça Génial. c'est une certitude. Génial. Et, Ok. et je pense qu'il faut rappeler ça et porter ce message au plan économique, au plan financier, au plan politique, c'est un élément déclencheur qui peut faciliter le besoin ou l'envie de se projeter. Parce que ce statu quo qui est égal à fin de notre civilisation, je pense qu'il n'intéresse personne. Là, il n'y a absolument personne. Vous n'avez aucun investisseur, vous n'avez aucune entreprise qui est motivée par l'idée de se dire, OK, de façon lucide, volontaire, collective, on va dans le mur et on accélère vers le mur, on va se prendre le mur, c'est pas grave, non. Ça, c'est un futur qui est absolument pas souhaitable et qui intéresse personne. Le problème aussi, et c'est une faute partagée, je pense aussi, Mhm. c'est que quand on présente des scénarios, surtout en lien avec le développement durable, l'environnement, etc., c'est des scénarios aussi anxiogènes. Déjà, le sujet en soi est pas très gai, comme vous l'avez dit, Mhm. mais en plus, à chaque fois qu'on voit des scénarios alarmistes, même s'ils sont tout à fait vrais, je pense que ça crée aussi une certaine réticence de la part des gens, puis ils se disent ah mais attention on va tous mourir, Mhm. donc c'est bon si je prends le train ou l'avion une fois de plus, et puis que si je mangeais McDo, c'est bon bah ça va, attention on va tous mourir, ça va quoi. Vous avez pas cette impression là? Oui, oui, tout à fait. Non, c'est vrai qu'il y a cette forme de relativisme, euh, mais on va dire qui est un peu spontané, je dirais presque enfantin parfois. Et, pour l'anecdote, en tant qu'économiste, vous savez, il y a cette fameuse phrase de John Maynard Keynes, à long terme, nous sommes tous morts. Enfin, cette phrase aussi, cette phrase aussi existe et elle est vraie au plan individuel. À long terme, on est tous morts, mais là, ce qui est en jeu, c'est la qualité de vie, la qualité de l'expérience qu'on a en tant qu'être humain vivant sur Terre, qui est en jeu. Et cette qualité d'expérience de vie sur notre planète, on peut faire en sorte que elle soit soutenable et de ce qu'on va transmettre aux générations futures ou même à nos enfants. Et là, votre question, elle touche la question de la responsabilité. Et quand vous voulez prendre des responsabilités ou avoir un rôle, que ce soit dans une entreprise, là, dans une collectivité ou au plan politique, ça veut dire traiter cet enjeu. Là, on est plus responsable vis-à-vis des générations futures, mais aussi par rapport à si on veut faire la passerelle avec la finance. Vous avez des clients, vous avez des familles qui positionnent leurs capitaux financiers euh, ce- ce- relativement à l'avenir, tout simplement. C'est une anticipation de l'avenir. Un investissement, c'est une anticipation de l'avenir. Donc, vous voyez le parallèle, si de façon lucide, votre anticipation de l'avenir, c'est l'effondrement, au plan financier, il y a un problème. Quelque part, il y a un problème. Donc, il y a cette notion de responsabilité. Même si à long terme, on est tous morts, le- au plan individuel, j'entends, le- les choix qu'on fait en termes de thématiques, d'investissement, d'allocation, de,
de communication, ils ont des influences à long terme. Et puis, il y a une forme de transcendance à prendre des décisions qui nous dépassent et à porter des discours qui nous dépassent aussi. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est un petit peu à côté d'énormément de potentiel collectif pour traiter ces enjeux-là. Ces enjeux, ils sont impératifs et on peut vraiment les transformer en aventures collectives absolument stimulantes, passionnantes, au plan professionnel, au plan technologique, au plan euh, sociétal. Redéfinir ces questions de façon collective et décider ensemble des angles d'approche, c'est fondamental et on va avoir besoin de tout le monde. Il n'y a pas de scénario où les choses se passent bien dans le contexte où il n'y aurait pas de discussion et d'accords sociétaux. Et d'ailleurs, on le voit actuellement, quand vous avez certains éléments qui sortent dans la presse ou ainsi de suite, très vite, vous avez la question du ah, mais c'est des extrémistes verts. Vous avez entendu parler de la notion de Khmer vert, ils se moquent aussi de ça. Tant que les choses ne sont pas co-construites, on n'avancera pas assez vite, on n'avancera pas ensemble. Et ça me permet d'aborder un deuxième point, là aussi qui est fondamental en termes de responsabilité, de responsabilisation. Il faut savoir où on en est. Je pense qu'il faut être lucide sur l'état de la planète en termes environnementaux, au plan climatique, mais pas uniquement, et au plan énergétique. Quoi qu'il arrive, la question de l'approvisionnement énergétique et la question environnementale, on va devoir gérer aussi des impacts assez violents, assez violents. Et la prospective peut permettre d'anticiper des réponses collectives plus facilement acceptables, mais aussi des technologies, des usages, des allocations qui vont nous permettre d'amortir ces chocs et puis de redéfinir un petit peu nos organisations pour qu'elles soient résilientes. Ce mot de résilience, il est important pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, la résilience ? La résilience, justement, c'est pour moi tout simplement la capacité à apporter des réponses opérationnelles à des chocs externes. Et qu'est-ce qu'on entend par choc externe ? C'est typiquement des événements climatiques majeurs comme des vagues de chaleur, des tempêtes, mais aussi des ruptures d'approvisionnement. Ruptures d'approvisionnement en eau, en énergie, en alimentation. Et c'est une très bonne question parce que la résilience est devenue un terme, on va dire, très tendance et très polysémique. Et je crois qu'on a Depuis chacun... le Covid, d'ailleurs, vous avez remarqué ? Oui, c'est juste. Ah ouais. Alors, volontiers. On fera un petit parallèle avec le Covid juste après. Mais pour vous donner ma définition de la résilience, c'est tout simplement la capacité d'une société à garantir un approvisionnement en continu pour un minimum de services en eau, en alimentation, en énergie et en système de santé. Et on n'en a pas forcément conscience, mais c'est pas du tout gagné dans le contexte des chocs qu'on peut déjà anticiper de façon lucide, que ce soit au plan climatique ou de la biodiversité ou au plan énergétique. Et mon approche de la résilience, c'est envisager ces futurs où, quoi qu'il arrive, on arrive à garder ces 4 systèmes qui fonctionnent en continu pour un minimum d'approvisionnement pour le maximum, voire la totalité, en fait, c'est l'objectif de la population. Quoi qu'il arrive, garder ce backup où eau, énergie, alimentation, système de santé peuvent fonctionner en continu et on continue à approvisionner et à fournir des services et des biens aux personnes pour ces enjeux. Et la communauté scientifique considère eau, énergie, alimentation, santé comme eau, énergie, alimentation comme étant ce qu'on appelle le nexus, parce que si vous enlevez l'un de ces 3 éléments, vos bases de la société ou de la civilisation tombent. C'est très simple. Vous prenez une société, vous enlevez l'eau, il n'y a plus rien. Le nerf de la guerre, de certaines guerres dont on n'est pas encore au courant, mais non, il y en a eu des guerres stratégiques pour le moment. Des guerres stratégiques, mais qu'on observe aussi déjà plus proche de chez nous. Il y a la notion de conflit d'intérêts qui est assez partagée, qui est assez connue. Et sur ces questions
eau, énergie, alimentation, par exemple, on peut aussi aborder la notion de conflit d'usage. Et ça, c'est plus proche que chez nous. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau disponible? L'eau, c'est essentiellement un problème d'agriculture aujourd'hui. Redéfinir les modèles agricoles de façon pacifiée et collective, c'est un sacré enjeu. Mais je pense qu'il faut aimer les défis. Bah, c'est pour ça que je vous disais que vous étiez rêveur, en fait. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu cette polarisation aujourd'hui. C'est